L'ingénieur allemand avait à peine vu Eloa Saint-Ange entrer dans la salle des machines qu'il s'emportait déjà devant tout le monde. « Vous, avec cette vieille boîte, ne vous approchez même pas du compresseur, mademoiselle. Vous allez casser ce qui est déjà défectueux. » Les opérateurs rient à voix basse. Le propriétaire de l'usine détourne le regard, gêné. Eloa serre sa boîte à outils avec force, la seule chose qu'elle ait héritée de son grand-père, tout en fixant le monstre métallique que personne n'a pu réparer depuis 8 mois. Mais quand l'opérateur le plus ancien de l'usine lui murmure « Mademoiselle, il y a un vieux couvercle là que personne n'a touché depuis 40 ans. » Un silence étrange s'abat sur la pièce. Quelque chose que personne n'attendait est sur le point de se produire et elle est la seule à le percevoir. Écoutez bien, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Je suis très curieux de le savoir. Eloa Saint-Ange, une jeune mécanicienne industrielle de 21 ans, travaille comme technicienne sous-traitante en maintenance de machines lourdes dans la région de Roubaix, dans le nord de la France. Elle a appris tout ce qu'elle sait de son grand-père, M. Marcel Saint-Ange, qui a travaillé pendant 35 ans comme chef mécanicien à l'ancienne usine Sainte-Barbe, avant de prendre sa retraite avec une arthrite sévère aux mains. Eloa a grandi en feuilletant les vieux cahiers techniques jaunis et les manuels de maintenance que son grand-père gardait comme un trésor, mémorisant les schémas hydrauliques et pneumatiques d'équipements dont beaucoup d'usines modernes ne se souviennent même plus de l'existence. Elle subvient aux besoins du modeste foyer où elle vit avec son grand-père et sa mère, qui travaillent comme couturière dans un atelier de confection. Un mardi matin, Eloa est envoyée par l'entreprise de maintenance où elle travaille pour répondre à un appel d'urgence aux filatures du bois, une industrie textile familiale traditionnelle qui est au bord de l'effondrement financier. Les filatures du bois, fondées en 1951 par le grand-père de l'actuel propriétaire, sont confrontées à une crise dévastatrice. Leur compresseur d'air industriel allemand Kaiser, une machine colossale de 40 ans qui alimente les 200 métiers à tisser de l'usine, tombe en panne tous les jours depuis 8 mois. Gérard Dubois, 52 ans, troisième génération de la famille à la tête de l'entreprise, est désespéré. Il a investi 480 000 € dans des conseils spécialisés. Il a fait venir des techniciens de Lille et même de Lyon et a embauché, il y a 6 mois, un ingénieur mécanicien européen, Hector Vasconcelos, 38 ans, diplômé d'Allemagne et dont le salaire s'élève à 35 000 € par mois. Rien n'a fonctionné. La production est interrompue quotidiennement. Des contrats de plusieurs millions d'euros sont annulés et l'usine a accumulé 8 millions d'euros de pertes. Gérard ressent le poids de décevoir 3 générations d'histoire familiale et 180 employés qui dépendent de l'entreprise. Lorsqu'Eloa arrive à l'usine, vêtue de sa combinaison tachée de graisse et portant une vieille boîte à outils, elle est accueillie avec un mépris absolu par Hector, qui suppose immédiatement qu'elle est une femme de ménage ou une assistante égarée. Il l'intercepte à l'entrée de la zone des compresseurs et devant une douzaine d'opérateurs, se moque d'elle avec un sarcasme cruel, lui demandant si elle est venue nettoyer le sol ou chercher son petit ami mécanicien. L'humiliation s'intensifie lorsque Gérard Dubois apparaît et Hector, voulant impressionner le patron, transforme la situation en spectacle. Il questionne à voix haute comment une entreprise sérieuse pourrait envoyer une jeune femme pour résoudre un problème que des ingénieurs hautement qualifiés n'ont pas réussi à résoudre. Eloa tente d'expliquer qu'elle a été envoyée par l'entreprise sous-traitante, mais Hector l'interrompt à plusieurs reprises, posant des questions techniques complexes pour l'exposer comme incompétente. À sa frustration croissante, Eloa répond correctement à chaque question sur les systèmes pneumatiques, la pression différentielle et la maintenance préventive, citant les spécifications techniques exactes du modèle Kaiser BSD 75. Irrité qu'elle en sache plus qu'il ne s'y attendait, Hector change de stratégie et l'empêche physiquement de s'approcher du compresseur, arguant qu'elle pourrait causer des dommages irréversibles à un équipement qui coûte plus d'1 million d'euros.
Gérard, bien que clairement mal à l'aise face à la cruauté d'Hector, est trop désespéré pour risquer plus de problèmes et ordonne à Eloa d'attendre pendant que Hector fait une nouvelle tentative de diagnostic. Pendant l'attente humiliante, elle converse brièvement avec Monsieur Dominique, l'opérateur le plus ancien de l'usine, qui travaillait là quand le compresseur a été installé en 1984. Et il mentionne incidemment qu'à l'époque, Monsieur Werner, l'Allemand qui a installé la machine, manipulait certains couvercles dont personne ne sait plus l'existence aujourd'hui. Pendant qu'Hector et son équipe font une analyse théâtrale et inutile du compresseur, Eloa a une épiphanie. Elle se souvient d'un manuel spécifique que son grand-père gardait, un Kaiser BSD original des années 1980, avec des instructions en allemand et en portugais. Cette nuit-là, elle rentre chez elle, trouve le manuel parmi les affaires de son grand-père et découvre quelque chose de crucial. Les anciens modèles de Kaiser avaient un couvercle d'inspection secondaire sur le manifold de distribution qui devait être vérifié tous les 6 mois pour drainer la condensation accumulée. Si ce couvercle était oublié, la pression chuterait graduellement, causant exactement les symptômes que l'usine rencontrait. Le lendemain, Eloa retourne à l'usine sans être appelée, apportant le manuel jauni et taché de son grand-père. Elle trouve Gérard dans son bureau, entouré de directeurs de l'entreprise, lors d'une réunion d'urgence où ils discutent de la fermeture de l'usine. Avec un courage qui la surprend elle-même, Eloa interrompt la réunion et, devant tous, y compris un Hector furieux, présente sa théorie. Elle montre l'ancien manuel, traduit les instructions en allemand, et explique techniquement comment le couvercle oublié pourrait être à l'origine de la perte progressive de pression dans le système. Hector tente de la discréditer, arguant qu'il a déjà vérifié tous les composants, mais Eloa le défie. Si elle se trompe, elle accepte de ne plus jamais mettre les pieds dans l'usine. Si elle a raison, il doit admettre publiquement son incompétence. Gérard, n'ayant plus rien à perdre, autorise la vérification. Eloa guide la délégation jusqu'aux côtés du compresseur, vers une zone recouverte de décennies de poussière et de peinture industrielle. En utilisant les instructions du manuel, elle localise un couvercle circulaire de 15 cm que personne n'avait touché, probablement depuis 40 ans. Quand elle ouvre le couvercle avec une clé spéciale qu'elle a apportée, des litres d'huile condensée sombre et visqueuse jaillissent, accompagnés d'eau accumulée et de résidus métalliques. La pression au manomètre, qui oscillait chroniquement entre 6 et 7 bars, passe immédiatement à 10 bars, la pression nominale du système. Pour la première fois en 8 mois, le compresseur fonctionne à sa pleine capacité, sans surchauffe. Le silence dans la salle des compresseurs est absolu. Monsieur Dominique se met à pleurer, se souvenant de Monsieur Werner et de l'installation originale. Les directeurs regardent Hector, pâle et sans voix. Gérard, ému, présente ses excuses formelles à Eloa devant tout le monde, reconnaissant avoir permis qu'elle soit humiliée par préjugés. Il licencie Hector immédiatement et offre à Eloa un contrat permanent en tant que consultante en chef en maintenance préventive, avec un salaire 3 fois supérieur à son salaire actuel. Mais Eloa propose autre chose. Elle accepte le poste si l'entreprise crée un programme de formation technique pour les jeunes de la région, en particulier les femmes, enseignant la maintenance industrielle, en utilisant les manuels anciens et le savoir-faire traditionnel qui se perd. 18 mois plus tard, les filatures du bois non seulement se sont redressées financièrement, mais sont devenues une référence en maintenance industrielle. Eloa dirige le centre de formation technique Marcel Saint-Ange, nommé en hommage à son grand-père, qui donne maintenant des cours théoriques aux jeunes apprentis, assis dans une chaise confortable, montrant ses cahiers historiques. L'usine n'a pas eu un seul arrêt imprévu depuis qu'Eloa a pris en charge la maintenance. Gérard a transformé la culture de l'entreprise, valorisant le savoir-faire pratique autant que les diplômes. Et l'histoire du couvercle oublié est devenue légende dans la région industrielle de Roubaix. Hector, après des mois de chômage et de réflexion, a envoyé une lettre demandant pardon à Eloa, admettant que son arrogance masquait une profonde insécurité. L'histoire prouve que parfois, les plus grandes solutions proviennent du savoir humble.
conservés dans des manuels jaunis et dans la mémoire de ceux qui comprennent réellement les machines, et que sous-estimer quelqu'un à cause des apparences est l'erreur la plus coûteuse qu'une entreprise puisse commettre. Gérard regarda Eloa pendant de longues secondes. Il vit une jeune femme de 21 ans, petite, menue, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, portant une combinaison usée qui avait connu de meilleurs jours. Il vit la vieille boîte à outils cabossée qu'elle portait, pleine d'autocollants défraîchis. Et puis il regarda Hector, un homme de 38 ans, imposant, avec des vêtements coûteux, un diplôme allemand, qui parlait avec autorité et confiance. Pour Gérard, le choix semblait évident. « Mademoiselle », dit Gérard, et sa voix était fatiguée, vaincue. « Je vous remercie d'être venu, mais écoutez, ce n'est rien de personnel, c'est que nous sommes dans une situation très délicate ici. Nous avons déjà perdu près de 3 millions d'euros. Ce compresseur est le cœur de toute l'usine. Je ne peux pas me permettre de prendre de risques. » Il fit une pause, et Eloa vit qu'il était sincère. Mais cela ne rendait pas ses mots moins douloureux. L'ingénieur Hector travaille sur le problème depuis des mois. Il connaît cet équipement comme personne. Je pense qu'il vaut mieux que vous attendiez pendant qu'il fait une autre vérification. Qui sait, plus tard, si nous avons besoin d'un second avis. La phrase resta en suspens et tout le monde comprit le message. Elle n'était pas la bienvenue, ce n'était qu'une formalité. Quelqu'un que l'entreprise sous-traitante avait envoyé parce qu'elle avait une obligation contractuelle, mais que personne ne prenait au sérieux. Eloa sentit ses jambes flageoler, mais ne laissa rien paraître. Elle se contenta de hocher la tête, la gorge trop serrée pour parler, et recula de quelques pas. Hector, quant à lui, était radieux. Il avait gagné cette bataille sans même avoir à faire beaucoup d'efforts, et maintenant il avait un public à impressionner. « Très bien », annonça Hector en tapant une fois dans ses mains comme un professeur sur le point de donner un cours. « Nous allons faire une vérification complète du système. Je veux que tout le monde soit attentif, car c'est ainsi que l'on fait un vrai diagnostic industriel. » Il fit un geste vers 2 techniciens de l'usine. « Apportez l'équipement de mesure que j'ai laissé au laboratoire. Nous allons vérifier la pression différentielle, la température de fonctionnement, le débit volumétrique. » Pendant qu'Hector orchestrait ce show technique, Eloa resta adossée à un mur, tenant sa boîte à outils, se sentant de plus en plus insignifiante à chaque minute qui passait. Les opérateurs de l'usine la regardaient de temps en temps, certains avec pitié, d'autres avec curiosité, mais personne ne disait rien. Leur silence était complice. Et vous savez ce qui fait le plus mal ? Ce n'est pas la personne qui vous humilie directement, c'est la foule qui observe et ne fait rien. C'est alors qu'un homme d'environ 65 ans, mince et courbé, s'approcha d'elle. Il boitait légèrement de la jambe gauche et avait les mains calleuses de décennies de travail manuel. C'était Monsieur Dominique, l'opérateur le plus ancien des filatures du bois. Il travaillait là depuis 1979. Il avait vu l'usine à son âge d'or. Il avait connu 3 générations de la famille Dubois. « Ne fais pas attention à ces hommes, ma petite, » dit Monsieur Dominique à voix basse, pour qu'elle seule l'entende. « J'ai vu beaucoup de techniciens bardés de diplômes qui ne résolvaient rien. Un diplôme n'apprend pas à ressentir la machine, à comprendre ce qu'elle demande. » Il regarda en direction du compresseur géant, ce monstre métallique allemand qui dominait la pièce. « Ce compresseur-là, mon Dieu, ma petite, j'étais ici quand ils l'ont installé en 1984. C'est Monsieur Werner qui l'a ramené d'Allemagne. Un ingénieur allemand, petit, un peu rond, qui parlait un français un peu haché, mais qui comprenait les machines à merveille. » Eloa regarda le compresseur, puis Monsieur Dominique, lui prêtant vraiment attention pour la première fois depuis son arrivée. « Monsieur Werner, » continua Dominique, les yeux perdus dans des souvenirs d'il y a 40 ans. Il passait des heures à manipuler cette machine, montait sur des échelles, ouvrait des couvercles dont on ne soupçonnait même pas l'existence, nettoyait certaines choses, serrait d'autres. Il disait qu'une machine allemande, c'était comme une personne. Elle avait besoin de soins, d'attention aux bons endroits. Dominique secoua la tête. Mais après son départ, aucun autre Allemand n'est jamais venu.
Les nouveaux techniciens, ceux qui apparaissent aujourd'hui, ne savent que regarder un ordinateur, appuyer sur un bouton. Personne n'ouvre plus les anciens couvercles. Personne ne se souvient qu'ils existent. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Eloa. D'anciens couvercles, des endroits oubliés. Elle sentit quelque chose bouger dans sa mémoire, quelque chose de familier, mais elle n'arrivait pas encore à y accéder complètement. Pendant ce temps, Hector était dans son élément. Il donna un spectacle technique qui dura presque 2 heures. Il connecta des capteurs, mesura des pressions, vérifia des températures, analysa des vibrations, fit noter des chiffres sur des planchettes aux techniciens, consulta un ordinateur portable où il avait des diagrammes du compresseur. Et pendant tout ce temps, il tenait à narrer à voix haute chaque étape, utilisant des termes techniques complexes, s'exhibant pour Gérard et pour quiconque regardait. Et vous savez ce qui s'est passé après tout cela? Absolument rien. Hector n'a rien trouvé d'anormal. Les mesures étaient dans les paramètres acceptables. La température un peu élevée mais non critique, la pression fluctuante mais non alarmante. Il conclut avec la confiance inébranlable de celui qui n'admet pas être perdu, que c'était probablement un problème intermittent de fluctuation du réseau électrique et qu'il ferait des ajustements fins du système de contrôle. Gérard écouta tout cela avec une expression qui était pur désespoir, déguisée en espoir. Il voulait croire. Il avait besoin de croire, car si même Hector ne parvenait pas à résoudre le problème, que resterait-il? La fermeture de l'usine, la fin de 3 générations de travail, 180 familles à la rue. Quand Hector eut enfin terminé son diagnostic, il était presque 11 heures du matin. Il se tourna vers Gérard et dit avec son sourire professionnel « Monsieur Dubois, je vais implémenter les corrections que j'ai identifiées. Cela devrait être résolu d'ici demain. » Puis, comme une réflexion après coup, il regarda en direction d'Eloa et dit à voix haute pour qu'elle entende « Heureusement que nous n'avons pas laissé une personne inexpérimentée toucher l'équipement. Cela aurait pu causer des dommages irréversibles. » Eloa sentit ses joues lui brûler d'une humiliation renouvelée. Elle était là depuis 5 heures, traitée comme un meuble, comme une enfant incompétente, comme quelqu'un qui n'avait pas le droit d'exister dans cet espace. Et le pire, elle n'avait même pas eu la chance de prouver sa valeur. Elle avait été jugée, condamnée et écartée sur son apparence. Quand elle sortit enfin de l'usine, le soleil était haut et cruel. Elle prit le bus de retour, s'assit au fond, et ce n'est qu'en rentrant chez elle qu'elle s'effondra. Sa mère, Madame Denise, était dans la cuisine à préparer le déjeuner quand elle vit sa fille entrer les yeux rouges. « Eloa, que s'est-il passé, ma chérie ?» Et Eloa raconta tout. L'humiliation, les rires, l'ingénieur arrogant, le propriétaire de l'usine qui avait cru qu'elle n'était pas capable. Madame Denise serra sa fille dans ses bras et dit avec cette sagesse simple que seules les mères possèdent « Ma petite, le monde est dur avec les femmes qui font un travail d'homme. Ça a toujours été, et ça le sera toujours. Mais si ton grand-père t'a appris tout ce qu'il sait, c'est qu'il croit en toi. Et s'il croit en toi, je crois en toi, et tu dois y croire aussi. » Plus tard, Eloa alla parler à son grand-père Marcel. Il était dans le jardin, assis sur une chaise en plastique, nourrissant les poules. Ses mains tremblaient d'arthrite, mais il réussissait à tenir la poignée de maïs. Quand Eloa raconta ce qui s'était passé, M. Marcel resta silencieux un long moment. Puis il dit, la voix rauque d'émotion, « Ma petite fille, laisse-moi te raconter quelque chose. Quand j'ai commencé à l'usine en 1961, j'avais 17 ans et j'étais noir et de conditions modestes. Les ingénieurs blancs diplômés me regardaient comme un animal. Ils me faisaient nettoyer le sol, transporter des outils. Il m'a fallu des années pour qu'on me donne la chance de toucher une vraie machine. Mais tu sais ce qui m'a sauvé? La patience et l'étude. J'étudiais seul, je lisais tous les manuels qui me tombaient sous la main, je mémorisais tout. Et puis, quand l'opportunité est apparue, j'étais prêt. » Il regarda sa petite fille avec ses yeux profonds, remplis de vie vécue. « Ton opportunité viendra, Eloa, et quand elle viendra, tu seras prête. » Cette nuit-là, Eloa ne parvenait pas à dormir.
Elle pensait au compresseur, aux mots de M. Dominique sur les anciens couvercles, à l'obsession de l'Allemand Werner pour les endroits oubliés. Et soudain, comme un éclair, elle se souvint de quelque chose. Elle sauta du lit, alla dans la petite chambre de son grand-père, qui ronflait fort, et commença à chercher dans les vieilles boîtes qu'il gardait sous le lit. Des boîtes remplies de cahiers, de manuels, de schémas techniques de décennies auparavant. Et puis elle trouva un manuel ancien, avec une couverture bleue décolorée, écrit en allemand et en portugais. Le titre disait « Kaiser BSD 75, manuel de maintenance préventive, édition 1982 ». Le papier était jauni, taché d'huile et de graisse, avec des annotations manuscrites dans les marges. Ce manuel avait été celui de M. Marcel, qui avait travaillé avec des compresseurs similaires à l'usine. Eloa s'assit par terre dans la chambre, alluma la lampe de chevet page par page, ligne par ligne. Il était 3 heures du matin quand elle trouva. À la page 47, il y avait un diagramme du système de distribution pneumatique. Et là, surligné d'un cercle rouge, tracé au stylo par son grand-père, était dessiné un couvercle secondaire sur le manifold de distribution. La description traduite de l'allemand disait « Attention, le couvercle d'inspection secondaire doit être vérifié tous les 6 mois pour le drainage de la condensation et des résidus. Le fait de ne pas effectuer cette maintenance entraînera une perte progressive de pression du système. » Le cœur d'Eloa s'emballa. C'était ça, ça devait être ça. Si personne n'avait vérifié ce couvercle depuis 40 ans, la condensation accumulée expliquerait parfaitement les symptômes. Pression oscillante, surchauffe, chute quotidienne de performance. C'était si simple, si évident, mais seulement pour ceux qui connaissaient les équipements anciens, les manuels originaux, les procédures que la nouvelle génération de techniciens avait oubliées. Elle passa le reste de la nuit à étudier ce manuel, mémorisant chaque détail, chaque instruction. Et quand le soleil se leva, Eloa Saint-Ange avait une mission. Elle allait retourner à cette usine et cette fois, elle n'allait laisser personne l'empêcher de faire son travail. Le lendemain matin, Eloa se réveilla à 5 heures, comme toujours, mais cette fois avec une détermination différente brûlant dans sa poitrine. Elle prit une douche, enfila sa combinaison propre, la moins tachée qu'elle avait, prit la boîte à outils de son grand-père et, le plus important, mit dans son sac à dos le manuel jauni du Kaiser BSD 75. Avant de partir, elle embrassa le front de son grand-père, qui dormait encore, et murmura « Aujourd'hui, je vais te rendre fier, papy. » Quand Eloa arriva aux filatures du bois, il était 7h30 du matin. Le gardien de la réception la reconnut de la veille et fronça les sourcils. « Eh bien, mademoiselle, vous n'avez pas été renvoyée hier ?»« Je dois parler à Monsieur Dubois, » répondit Eloa d'une voix ferme. « C'est urgent, c'est à propos du compresseur. » Le gardien hésita, mais quelque chose dans la détermination de cette jeune femme le fit prendre le téléphone et appeler l'administration. 10 minutes plus tard, il revint avec une expression confuse. Monsieur Dubois est en réunion d'urgence avec les directeurs, mais il a dit que vous pouviez monter. Salle de réunion, 2e étage. Le cœur d'Eloa battait si fort qu'elle entendait son pouls dans ses oreilles. Elle monta les escaliers. L'ascenseur était en panne, un autre symbole des problèmes de l'usine, et arriva à une porte en verre dépolie avec la plaque « Salle de réunion ». À travers le verre, elle vit les silhouettes de plusieurs personnes assises autour d'une table. Elle respira profondément 3 fois, comme son grand-père lui avait appris quand elle était enfant et avait peur de quelque chose. « Respire, ma petite fille. » 3 fois profondément. Alors la peur s'en ira et le courage restera. Eloa frappa à la porte. Un silence s'abattit à l'intérieur. Puis une voix fatiguée dit « Entrez !» Quand elle ouvrit la porte, la scène qu'elle découvrit était déchirante. Gérard Dubois était assis au bout de la table et vous n'aviez jamais vu un homme aussi abattu. Il avait des cernes profonds, la barbe de 3 jours, la cravate desserrée. Autour de la table se trouvaient 5 autres personnes.
3 hommes plus âgés qui semblaient être des directeurs. Une femme en tailleur qu'Eloa découvrit plus tard être l'avocate de l'entreprise. Et bien sûr, Hector Vasconcelos, avec sa posture droite et son expression supérieure. Sur la table, éparpillée, il y avait des documents, des feuilles de calcul, des graphiques, et sur le tableau blanc au mur, quelqu'un avait écrit des chiffres en rouge. Pertes accumulées, 2 847 000 €. Contrats annulés, 7. Prévision de fermeture, 60 jours. Quand tous virent Eloa debout à la porte, avec sa combinaison et son sac à dos, la réaction fut un choc. Hector fut le premier à réagir et, comme vous pouvez l'imaginer, ce ne fut pas avec gentillesse. Mais quoi? Il se leva de sa chaise indigné. « Monsieur Dubois, que fait cette personne ici, lors d'une réunion privée du conseil d'administration ?» Gérard regarda Eloa, complètement perdu. « Mademoiselle Eloa, n'est-ce pas? Écoutez, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation très délicate ici. Ce n'est pas le moment. » « Monsieur Dubois !» Eloa l'interrompit, et sa voix sortit plus forte et plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « S'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes, juste 5 minutes de votre temps. Je sais ce qui ne va pas avec le compresseur. » Le silence qui s'abattit dans la pièce fut absolu. L'un des directeurs les plus âgés, un homme aux cheveux blancs, laissa échapper un rire sec et sans humour. « Mon Dieu, Gérard, où en sommes-nous? N'importe qui se présente ici et prétend résoudre notre problème. » Hector saisit l'occasion et explosa pratiquement. « C'est absurde, monsieur Dubois. Je ne peux pas croire que nous perdons notre temps avec ça. » Il désigna Eloa du doigt avec mépris. « J'ai vérifié ce compresseur complètement hier. J'ai fait toutes les mesures possibles et maintenant cette jeune fille apparaît ici disant qu'elle en sait plus que moi. » Il rit, mais c'était un rire amer, offensé. Franchement, c'est une insulte à ma formation, à mon expérience, à mon travail. Mais Eloa ne recula pas. Elle fit un pas en avant, sortit le vieux manuel de son sac à dos et le posa sur la table, juste devant Gérard. Le manuel tomba avec un bruit sourd, soulevant un petit nuage de poussière. Tous regardèrent ce livre usé, jauni, taché d'huile. « Ceci, » dit Eloa, la voix tremblante mais déterminée, « est le manuel original du Kaiser BSD 75, édition de 1982. Mon grand-père l'a gardé pendant 40 ans. Il a travaillé avec des compresseurs identiques à celui-ci à l'usine Sainte-Barbe. » Elle ouvrit le manuel à la page qu'elle avait marquée avec un morceau de papier. Ici, à la page 47, il y a une instruction de maintenance que, je parie, aucun technicien moderne ne connaît. C'est à propos d'un couvercle d'inspection secondaire sur le manifold de distribution. Ce couvercle doit être vérifié tous les 6 mois pour le drainage de la condensation. Si on l'oublie, cela est ridicule. Hector l'interrompit, rouge de colère. « Je connais ce compresseur de fond en comble. Il n'existe aucun couvercle secondaire oublié. C'est... » Laissez-la finir. La voix vint de l'avocate, une femme d'environ 45 ans, nommée Maître Béatrice, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Elle regarda Eloa avec une expression différente, non de pitié, non de dédain, mais de curiosité sincère. « Continuez, Eloa. Terminez votre raisonnement. » Eloa regarda Maître Béatrice avec gratitude et continua, lisant maintenant directement du manuel, traduisant les passages en allemand. « Si la maintenance de ce couvercle est négligée, il y aura une accumulation progressive d'huile condensée, d'eau et de résidus métalliques dans la chambre de distribution. Cela entraînera une perte progressive de pression du système, une surchauffe du compresseur et des pannes intermittentes qui s'intensifieront avec le temps. » Elle leva les yeux vers Gérard. « Ce sont exactement les symptômes que vous avez depuis 8 mois, n'est-ce pas ?» Gérard se pencha en avant pour la première fois, montrant un réel intérêt. « Et où se trouve ce couvercle? Pourquoi aucun technicien ne l'a-t-il trouvé jusqu'à présent ?» Eloa expliqua. « Il se trouve sur le côté du compresseur, recouvert de décennies de poussière et de peinture industrielle. Les techniciens modernes ne regardent que les points évidents.
panneaux de contrôle, filtres principaux, vannes de sécurité. Ce couvercle est d'une ancienne génération d'équipements. Les nouveaux manuels ne le mentionnent même plus. Hector cria pratiquement « C'est absurde, c'est impossible. J'ai mesuré toutes les pressions hier, tous les points du système. » « Vous avez mesuré, » dit Eloa, se tournant vers lui pour la première fois, « les pressions externes. Mais si la chambre de distribution interne est pleine de résidus, les mesures externes ne montreront pas le problème réel. Le système tente de compenser la perte de pression interne, c'est pourquoi il fonctionne quelques heures avant de se surcharger et de s'arrêter. » Le silence dans la pièce était maintenant différent. Ce n'était plus du dédain, c'était une attention tendue, nerveuse. L'un des directeurs demanda d'une voix hésitante « Et si vous avez raison, si en ouvrant ce couvercle vous trouvez ce problème, le compresseur refonctionnera-t-il normalement ?» « Oui, » répondit Eloa sans hésiter. « Immédiatement. » Hector regarda autour de la table, sentant le contrôle de la situation lui échapper. « Monsieur Dubois, c'est de la folie. Nous ne pouvons pas baser des décisions importantes sur les théories d'une personne sans formation, utilisant un manuel d'il y a 40 ans. Et si elle se trompe? Et si elle ouvre quelque chose de mal et endommage définitivement l'équipement? » C'est alors qu'Eloa fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle regarda directement Hector et dit, d'une voix calme mais tranchante, « Je vous propose un marché, ingénieur Hector. Si je me trompe, si en ouvrant ce couvercle je ne trouve pas exactement ce que j'ai dit, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette usine. Je ne travaillerai plus jamais dans la maintenance industrielle. Je renonce à ma carrière. » Elle fit une pause et son regard était d'acier. « Mais si j'ai raison, vous admettez devant tout le monde ici que vous vous êtes trompé, que vous m'avez jugé sur mon apparence, que votre fierté et votre arrogance vous ont aveuglé face à la solution la plus simple. » Pouvez-vous imaginer la tension dans cette pièce? C'était comme si l'air était devenu lourd, dense. Hector était blanc comme un linge, les mains tremblantes, incapable de parler, prise entre l'humiliation de refuser le défi et la terreur de l'accepter. Gérard regardait l'un et l'autre, le désespoir et l'espoir luttant sur son visage. « S'il vous plaît, dit Gérard, et sa voix se brisa un peu, « s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, cette usine est tout ce que j'ai, c'est tout ce que 3 générations de ma famille ont construit. S'il y a une chance, même petite. » Il regarda Eloa, et pour la première fois, elle vit du respect dans ce regard. « Mademoiselle, vous semblez sûre de ce que vous dites. Je vais vous faire confiance. Allons au compresseur. » Hector tenta de protester une fois de plus, mais maître Béatrice le coupa. « Ça suffit, Hector. Soit vous acceptez son défi, soit vous vous taisez. » Et ainsi, toute cette délégation, Gérard, les 3 directeurs, maître Béatrice, Hector et Eloa, descendit à la salle des compresseurs. La nouvelle se répandit dans l'usine en quelques minutes, et quand ils arrivèrent là, il y avait déjà une vingtaine de personnes rassemblées. Opérateurs, techniciens, superviseurs. Monsieur Dominique était là aussi, les yeux écarquillés d'attente. Eloa s'approcha du compresseur géant, ce monstre métallique allemand qui dominait la pièce. Elle marcha lentement autour de lui, vérifiant le manuel jusqu'à s'arrêter sur le côté droit, dans une zone recouverte de couches de peinture industrielle bleue, de poussière de décennies et de graisse durcie. Là, presque invisible, il y avait une protubérance circulaire d'environ 15 cm de diamètre. « C'est ici, » dit-elle d'une voix ferme. Elle ouvrit sa boîte à outils, cette vieille boîte cabossée qu'Hector avait ridiculisée, et en sortit une clé spéciale, un vieil outil que son grand-père utilisait. Elle nettoya la zone avec un chiffon, révélant un couvercle circulaire avec 6 vis hexagonales. « Monsieur Dubois, » dit Eloa le regardant. « Je vais ouvrir ça maintenant. Si je me trompe, vous pouvez me poursuivre, mais si j'ai raison... » Elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Gérard se contenta de hocher la tête, trop tendu pour parler.
Eloa commença à desserrer les vis. Elles étaient grippées par des décennies d'oxydation et elle dut utiliser toute sa force. Une par une, les vis cédèrent. Quand elle desserra la dernière, elle tint le couvercle à 2 mains et regarda la foule silencieuse derrière elle. « Reculez un peu, dit-elle, du liquide va s'échapper. » Et puis elle tira le couvercle. Mes amis, ce qui se passa ensuite fut quelque chose que personne là-bas n'oublierait jamais. Un jet d'huile condensée noire, visqueuse, malodorante, commença à jaillir de l'ouverture. Des litres et des litres de liquide sombre mélangés à de l'eau sale et des résidus métalliques. La puanteur était horrible, huile brûlée et métal oxydé. Le liquide forma une flaque sur le sol, s'écoulant vers les siphons industriels. Eloa tint le couvercle à l'écart, laissant toute cette saleté s'écouler. Et puis, alors se produisit le manomètre principal du compresseur, celui qui indiquait la pression du système, et qui depuis des mois oscillait entre 6 et 7 bars, commença à monter. 7 bars, 7, 5, 8, 5, 9, et finalement se stabilisa à 10 bars, la pression nominale du système. Le compresseur, qui normalement travaillait en faisant un bruit forcé et irrégulier, ronronnait soudainement, doux et constant. La température, qui montait toujours dangereusement, commença à baisser. Le silence dans la pièce était sépulcral. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Tous regardaient ce manomètre comme si c'était un miracle. Et puis, M. Dominique commença à pleurer. Des larmes coulaient sur le visage ridé de ce vieil ouvrier, tandis qu'il regardait la machine, fonctionnant parfaitement pour la première fois en des mois. « Monsieur Werner, murmura-t-il, la voix étranglée, vous aviez raison, les vieux couvercles, les couvercles oubliés. » L'un des directeurs laissa échapper un rire de pur soulagement et d'incrédulité. « Mon Dieu, bon sang de bonsoir, elle a réussi. La jeune femme a réussi. Écrivez respect si vous croyez que le talent n'a ni genre ni apparence. » Et tous les regards se tournèrent vers Hector Vasconcelos. Et vous savez ce qu'ils virent? Un homme complètement anéanti. Il était blanc comme un linge, les mains tremblantes, incapable de parler, parce qu'à ce moment-là, devant tous ces ouvriers, techniciens, directeurs, son patron, il avait été exposé. Toute son arrogance, toute sa fierté, tout son mépris pour cette jeune femme, tout cela avait été révélé pour ce que c'était réellement, de l'ignorance déguisée en supériorité. Mes chers amis, laissez-moi maintenant vous raconter la fin de cette histoire, car il ne sert à rien d'avoir justice et reconnaissance si les choses ne changent pas vraiment, si elles ne laissent pas un héritage durable et transformateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 2 ans après ce jour historique dans la salle des compresseurs, les filatures du bois étaient complètement transformées. L'usine non seulement s'était redressée financièrement, mais était devenue la plus rentable de la région. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'Eloa a pris en charge la maintenance, il n'y a pas eu un seul arrêt imprévu, aucun. Les métiers à tisser fonctionnaient sans interruption. Les contrats sont revenus. De nouveaux clients sont apparus. La réputation de l'entreprise fut restaurée et dépassa même les temps glorieux du grand-père de Gérard. Mais le plus beau, ce qui me touche vraiment, c'est ce qui s'est passé dans l'entrepôt à côté de l'usine. Gérard tint sa promesse et fit plus encore que ce qu'il avait promis. Il rénova un entrepôt entier, l'équipa de machines anciennes restaurées, acheta des outils, installa des établis, créa des salles de classe et là naquit le centre de formation technique Marcel Saint-Ange. Monsieur Marcel, ce vieil homme aux mains tremblantes qui ne pouvait plus tenir une clé à molette, trouva un nouveau but dans les dernières années de sa vie. Tous les jours, du lundi au vendredi, il arrivait à 8 heures du matin. Il était accueilli avec respect et affection par les élèves. Il s'asseyait dans une chaise confortable devant la salle et donnait des cours. Des cours sur les systèmes hydrauliques et pneumatiques, sur la façon de lire les anciens diagrammes, sur la philosophie de maintenance préventive qu'il avait apprise en 40 ans de profession. Ses cahiers jaunis, ceux qu'Eloa feuilletait depuis son enfance, étaient maintenant étudiés par des dizaines de jeunes.
Il avait 15 élèves dans la première promotion, 40 dans la deuxième, 80 jeunes étaient sur liste d'attente pour la troisième. Et vous savez ce qui était le plus beau? La moitié des élèves étaient des femmes, des jeunes filles de 18, 19, 20 ans, venues des quartiers défavorisés de Roubaix et des villes avoisinantes, qui n'avaient jamais envisagé de travailler dans la mécanique, qui n'avaient jamais imaginé pouvoir comprendre les moteurs, les compresseurs, les systèmes électriques. Mais là, elles étaient, portant des combinaisons, tenant des outils, apprenant que le talent n'a pas de genre, que la capacité ne se mesure pas à l'apparence, que la connaissance n'exige pas un diplôme coûteux, mais de la dédicace, de l'humilité et la volonté d'apprendre. Eloa, à 23 ans, était la directrice technique des filatures du bois et coordinatrice du centre de formation. Elle gagnait maintenant 15 000 € par mois. Gérard avait augmenté son salaire 2 fois en reconnaissance de son travail exceptionnel. Mais l'argent, aussi important fut-il pour aider sa mère et prendre soin de son grand-père, n'était pas ce qui importait le plus pour Eloa. Ce qui importait, c'étaient les jeunes femmes qui venaient la remercier, pleurant d'avoir décroché leur premier emploi. Les jeunes hommes qui embrassaient M. Marcel, l'appelant maître, les entreprises de la région qui appelaient pour demander des recommandations de techniciens formés par le centre. Madame Denise put enfin quitter l'atelier de confection où elle travaillait. Elle aidait maintenant au centre, s'occupant de la partie administrative, préparant le café pour les élèves, écoutant leurs histoires. Elle voyait sa fille tous les jours enseigner, diriger, transformer des vies, et son cœur débordait de fierté. L'histoire d'Eloa et du couvercle oublié se répandit dans la région industrielle de Roubaix, de Lille et de tout le nord de la France. Gérard la racontait à quiconque voulait l'entendre. Il changea complètement la culture de l'entreprise. Désormais, il valorisait le savoir-faire pratique autant que les diplômes. Il embauchait pour la compétence et non pour l'apparence. Il créa un environnement où le respect était la loi. Et Hector, ah, mes amis, même Hector a sa place dans cette histoire. Après des mois au chômage, des mois à souffrir de sa réputation détruite, des mois à affronter la honte de ce qu'il avait fait, il eut finalement le courage de faire quelque chose. Un jeudi après-midi, il apparut à la réception des filatures du bois, demanda à parler à Eloa. Elle aurait pu refuser, elle en avait tout le droit, mais elle accepta. Hector entra dans cette salle des compresseurs où tout s'était passé et il était différent, plus maigre, les cheveux grisonnants qu'il n'avait pas 2 ans auparavant, les yeux profonds. Il tenait une lettre manuscrite, les mains tremblantes. « Eloa », dit-il, la voix rauque. « J'ai écrit cela 50 fois avant de réussir à mettre sur papier ce que je ressens vraiment. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Je t'ai humilié, je t'ai manqué de respect, j'ai tenté de détruire ta chance par pure fierté. » Il lui tendit la lettre. « J'ai passé 2 ans à réfléchir. J'ai suivi une thérapie. J'ai compris que mon arrogance cachait une profonde insécurité. J'avais tellement peur de ne pas être assez bon que j'attaquais quiconque menaçait mon illusion de supériorité. » Eloa prit la lettre, la lut en silence. C'était 3 pages d'excuses sincères, de reconnaissance des erreurs, de gratitude pour la leçon qu'elle lui avait donnée sans le vouloir. « J'accepte vos excuses, » dit Eloa finalement, « non pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne veux pas porter de colère dans mon cœur. Mais Hector, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Vous ne me devez rien. Vous le devez aux prochaines personnes que vous rencontrerez. Vous devez les traiter avec respect, peu importe qui elles sont, d'où elles viennent ou à quoi elles ressemblent. » Hector hocha la tête, les yeux embués. « Je le ferai, je promets de le faire. » Et il tint parole. Hector réussit à trouver un emploi dans une entreprise plus petite, avec un salaire bien moindre, mais travailla avec humilité pour la première fois de sa vie. À la fête de remise des diplômes de la 3e promotion du centre de formation Marcel Saint-Ange, il y avait 300 personnes dans la cour des filatures du bois. Élèves, familles, entrepreneurs de la région, autorités de la ville.
Monsieur Marcel était assis dans un fauteuil roulant maintenant. L'arthrite avait empiré, mais son sourire illuminait tout l'environnement. Eloa fit un discours ému sur la façon dont un couvercle oublié d'un vieux compresseur avait changé la vie de tant de gens. « Cette histoire, dit-elle d'une voix ferme mais émue, ce n'est pas une histoire sur moi, c'est sur mon grand-père qui a conservé le savoir quand tout le monde disait que le vieux ne servait plus. C'est sur Monsieur Dominique qui s'est souvenu des détails qui comptaient. C'est sur vous tous, jeunes gens qui prouvez ici que le talent n'a pas d'âge, pas de genre, pas de classe sociale. » Elle regarda le public, tous ces jeunes visages pleins d'avenir. « Et c'est sur une leçon que j'espère que personne ici n'oubliera. Ne jugez jamais une personne sur son apparence, car la solution la plus importante, le savoir le plus précieux, peut se trouver chez la personne la plus improbable. » La foule explosa en applaudissements, et M. Marcel pleurait de joie, car il avait vécu assez longtemps pour voir son savoir ne pas mourir, mais fleurir chez des dizaines de jeunes qui le feraient perdurer. Et c'est ainsi, mes chers amis, que se termine cette histoire. Une histoire sur une jeune femme qui fut humiliée, mais qui n'abandonna pas. Sur un grand-père qui a gardé un trésor dans de vieux cahiers. Sur un couvercle oublié qui a enseigné que parfois les plus grandes solutions viennent des endroits les plus improbables. Et sur le fait que le respect, l'humilité et la reconnaissance de la valeur humaine sont plus importants que n'importe quel diplôme, n'importe quel titre, n'importe quoi.